Si c'était à refaire et qu'on me demandait de travailler sur une enquête de ce genre, 3 homicides liés à un culte satanique, je répondrais: vous êtes fous? Ça a détruit ma vie. J'ai fini par divorcer à cause de ça. Cette affaire m'a consumé tout entier. Carl Drew a d'abord été inculpé pour 2 meurtres, ceux de Doreen Levesque et de Karen Marsden. À l'époque, je croyais au système judiciaire, vous savez. J'étais persuadé qu'il ne pourrait pas me condamner. Carl Drew a été condamné à passer le restant de ses jours en prison. Beaucoup d'éléments qui auraient contribué à prouver l'innocence de Carl ont été soit omis, soit simplement balayés lors du procès. Leah Johnson était la petite amie de Carl Drew et elle portait la bague de Karen Marsden. Cette bague le plaçait sur les lieux du meurtre. Nous avons retrouvé Leah Johnson qui nous a dit « Vous savez, cette histoire de bague, c'était rien que des conneries. » Il y avait une autre prostituée, Carol Fletcher. Nous l'avons interrogée plusieurs fois. Carol a vu Robin Murphy tuer Karen Marsden. Leur dossier reposait sur Robin Murphy, c'était l'élément clé, et sur le fait qu'elle était responsable des faits, et non pas une victime. Robin a eu une enfance extrêmement difficile et un passé très tumultueux. J'ai été agressée sexuellement et violée par Andy Maltais. Ça a commencé quand j'avais 11 ans. Andy était un pédophile. Il aimait les très jeunes filles. Andy Maltais a simplement proposé de me ramener chez moi en voiture. Il m'a violée à plusieurs reprises. Il faisait le tour de la ville en voiture pour trouver des jeunes filles. Les gens comme lui sont des prédateurs. Je suis allée voir la police pour leur parler d'Andy. Ils n'ont même pas recueilli mon témoignage parce que j'avais 12 ans. Ils n'en avaient rien à faire. Était-il poursuivi pour des crimes sexuels? Non. Ces filles se faisaient exploiter, mais le fait qu'elles soient vulnérables n'avait pas l'air de les inquiéter. Barbara Raposa était au lycée avec Robin Murphy. Je ne savais quasiment rien de Barbara jusqu'à ce qu'on retrouve son corps. Andy Maltais, I didn't say he murdered Barbara because of what he did to me, but so that he couldn't do it to anyone else. And it worked. Sans Robin Murphy, il n'aurait rien pu faire. How do we know what is the truth today? I don't think you do. Cela paraît impensable qu'une jeune fille de 17 ans ait pu se retrouver sur les lieux de 3 meurtres commis par 3 hommes différents, à des endroits et à des dates différentes. Ça n'a aucun sens. Comment une seule personne peut-elle se retrouver à tous ces endroits? Ce n'est pas Forrest Gump que je sache. On voit ça presque tous les jours en ce moment. Des types qui ont pris 30, 40 ans et qui voient leur condamnation annulée. Selon une citation célèbre de Lenny Bruce, dans les cours de justice, la justice ne passe jamais les portes de la cour.
Carl Drew a fini en prison sur la seule base des témoignages de ces femmes, qui étaient complètement contradictoires, que ce soit à la barre ou lors des interrogatoires. Rien ne correspondait. Mike Cutler a été désigné pour être mon avocat et il a présenté tous ces éléments à la cour. Le but d'une demande de nouveau procès, c'est de présenter de nouvelles preuves ou des éléments qui n'auraient pas été admis lors du procès initial pour qu'un autre juge les examine. Et le juge a approuvé cette requête. Une nouvelle audience nous a été accordée. Nous avons présenté les nouvelles preuves. Tous ceux qui avaient parlé sont revenus sur leurs témoignages et ont dit qu'ils avaient été contraints. Would you say that they were coaching you on what to say when you get on the stand? Yes, I would say that. You gave false testimony, correct? L'adjoint du procureur m'a appelé et m'a demandé si je pouvais venir assister au procès. J'ai accepté. C'est une affaire trop importante. Dans ce genre d'affaires, à moins d'avoir des preuves scientifiques, c'est surtout la crédibilité qui joue. Les témoins, Fletcher et Johnson, n'avaient vraiment pas bonne mine. Mais elles ont tenu bon et elles sont venues. Now, you were never a Carl Drew fan, so you have no reason to tell me a story that he wasn't there. But the only reason you're telling me is because he wasn't there, I assume. Carol Fletcher a dit « Carl ne devrait même pas être en prison ». I really didn't know Carl Drew from Adam, other than from what I heard from people. Elle a déclaré « Il n'était pas là. Lors du procès, nous avons toutes été menacées et contraintes à témoigner. On avait peur d'aller en prison. On avait tout un passé criminel. On devait tout être en conditionnel. On a juste dit ce qu'il voulait qu'on dise. » Un procureur est autorisé à manipuler des témoins jusqu'à un certain point. Mais dire à quelqu'un que vous ne l'enverrez pas en prison s'il témoigne pour vous, c'est tout simplement contraindre les témoins. I was running from them when I was working down by the pier. So after they caught me, they pinned me in. C'est un rapport de classe où les pauvres finissent en prison. Ils n'ont pas accès à des avocats et personne ne se bat pour leur remise en liberté. Dès le début, je leur ai dit que je ne savais pas lire, ni écrire, ni rien de tout ça. Et ils en ont profité, parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas comprendre tout ce qu'ils étaient en train de me raconter. Ce n'est qu'un exemple de plus d'un homme défavorisé, pauvre et sans famille, qu'il a été très facile d'envoyer directement en prison. C'était loin d'être des témoins idéaux. Elles ont été contre-interrogées assez durement, surtout Leah Johnson. Si je me souviens bien, elle était assise au fond de la salle d'audience et elle piquait du nez. Je crois même qu'elle est tombée de sa chaise, ce qui n'a pas aidé à la rendre crédible. Tous ceux qui avaient été impliqués dans l'enquête ont été retrouvés. Certains étaient partis à la retraite. Ils ont tous été convoqués au procès et ont dit « Ce ne sont que des drogués et des prostituées. Vous ne pouvez pas croire ce qu'elles disent. » They were very arrogant and adamant about trying to put this on Carl. So would you say that they were coaching you on what to say when you Yes, get on the I stand? would say that. You say it definitely wasn't true. It wasn't. Elle se sentait à l'aise avec nous. On ne l'a pas intimidée. Il n'y a eu aucun problème entre nous. On s'entendait bien avec elle. C'est ce que j'ai dit. Quand tout a commencé à s'écrouler autour d'eux, ils ont eu tellement honte qu'ils n'ont pas voulu se manifester et admettre leurs erreurs. Les témoignages de Carol Fletcher et de Leah Johnson étaient tout à fait cohérents avec les preuves que l'on avait trouvées sur les lieux du crime.
On a bien retrouvé la voiture de location que Carol avait conduite avec les autres ce soir-là, et nous l'avons fait tester par le laboratoire de la police d'État pour détecter des traces de sang. Ils n'ont rien trouvé. S'ils ont emmené Karen Marsden dans les bois et qu'ils l'ont décapitée, qu'ils lui ont tranché la gorge, comment est-il possible qu'il n'y ait aucune trace de sang dans la voiture? Ils ont pu utiliser un autre véhicule et revenir le lendemain. Soit le meurtre a eu lieu tel qu'ils l'ont décrit, soit non. Et si vous n'avez trouvé aucune trace de sang dans la voiture, c'est donc que les choses se sont déroulées différemment, n'est-ce pas? Nous n'avons pas trouvé de sang dans la voiture parce qu'elle a été tuée hors du véhicule. Et si ce qu'on a entendu, si les rumeurs selon lesquelles elle a été découpée en morceaux et jetée dans une benne à ordures... Si vous décapitiez quelqu'un, vous seriez couvert de sang. En effet. Et en remontant dans la voiture, vous mettriez du sang à l'intérieur. Tout à fait, mais... Alors leur témoignage est faux. Il n'y a aucune preuve matérielle qui relie Carl Drew à ces crimes. Pas même l'ombre d'une preuve. Karen a été tuée près de Robert Street, à Family Beach, dans la ville de Westport. C'est là qu'on a trouvé ses vêtements et ses cheveux. Et s'ils avaient déposé son corps là-bas? Impossible. Les officiers de police du Massachusetts le savent très bien. Ils savent ce qu'ils ont fait et ce que voulait le procureur. Ils ont fait leur boulot. Ils ne changeront plus d'avis. Ils auraient dû rouvrir l'enquête. Et Carl Drew aurait dû avoir droit à un second procès. Mais personne ne veut revivre ça. J'ai appelé Robin Murphy à la barre. J'ai présenté son audience de libération conditionnelle où elle admet avoir menti. Il y avait une ambiance vraiment mortifère dans la pièce. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et elle a déblatéré son témoignage. Elle n'a pas pu nier le fait qu'elle était revenue sur son témoignage, sous serment, lors de son audience. Mais elle a continué à se montrer hostile envers Carl Drew et a essayé de dire qu'il avait commis ce crime, malgré le fait qu'elle avait déjà dit le contraire. Si un nouveau procès est accordé, que le témoignage et la crédibilité de Robin ne tiennent plus, et que Carol et Leah sont désormais témoins pour la défense, alors quelle preuve reste-t-il? Après tout ça, il ne reste aucune preuve tangible. Il n'y a aucune preuve de sa culpabilité. Tout repose sur les témoignages de Carol Fletcher et Robin Murphy, qui ont déclaré être présentes et l'avoir vue au moment des faits, ce qu'elles ont aujourd'hui nié toutes les deux. Je pensais que face à un juge intègre, le bénéfice du doute nous aurait été accordé. Mais ce n'a pas été ce genre de juge. Ils n'ont rien voulu savoir. Paul, Mike Cutler et moi, nous n'en croyons pas nos yeux. Par la suite, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le juge à qui j'ai présenté la demande de nouveau procès déjeunait tous les jours avec le procureur de cette affaire pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Peu importe ce qui a été dit lors du premier procès, on a fait en sorte que tous les témoins reviennent sur leur témoignage. Mais ça n'a servi à rien. Le juge a délibéré tellement vite. Il savait déjà ce qu'il allait dire bien avant la fin de l'audience. Le juge nous a simplement dit que notre requête avait été refusée, point barre. Carl allait rester toute sa vie en prison et Robin Murphy allait pouvoir sortir en conditionnel. Et c'était tout. Ils n'ont rien voulu savoir de plus. C'était vraiment une énorme farce. Cette affaire a été très difficile pour moi. J'y ai travaillé pendant 11 ans et mon client n'a rien obtenu. Carl a passé 40 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis et il y est toujours, pendant que tous les autres ont continué leur vie. Carl a épuisé tous ses recours. De toute évidence, il croyait avoir ses chances d'obtenir un appel, mais en vain. Maintenant, il ne peut plus rien faire à moins que de nouvelles preuves refassent surface.
Il y avait un gamin. Il était là le soir du meurtre. Il était très jeune à l'époque. J'ai connu sa mère. Il croit que je pourrais être son père. Il voulait savoir qui était son père. Et comme j'ai connu sa mère, il a fini par me retrouver sur les réseaux. J'ai vécu à Arbor Terrace, au dernier étage, à 2 bâtiments de chez Sony. J'ai grandi sans père. Dans ce genre de quartier, c'est monnaie courante. Ma mère est décédée le 14 juin 2013. Quand elle est morte, j'ai vidé son appartement et j'ai trouvé un album de l'époque où j'étais bébé. Il y avait des photos de mes premiers jouets, mes premiers pas et une photo de Carl Drew. C'est le premier à être venu me voir à l'hôpital. J'ai retrouvé Carl sur Facebook. Je l'ai contacté et il m'a demandé de venir lui rendre visite, alors j'y suis allé. Je lui ai demandé s'il savait qui pouvait être mon père, et il m'a répondu qu'il y avait des chances que ce soit lui. Je sais pas, j'en suis pas si sûr, mais ça reste une possibilité. Sa mère et moi avons eu une histoire après tout. Ma mère n'était pas violente physiquement, mais elle était accro à la drogue et elle se prostituait. J'ai vu des disputes et pas mal d'autres choses. J'ai commencé à être agressif à l'école et ils ont demandé à me placer dans une classe pour enfants en difficulté. Ils ne comprenaient pas ce qui n'allait pas chez moi et ils m'ont recommandé de parler à quelqu'un. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand j'ai dit à ma mère que j'avais vu des gens tuer une fille sur le toit. Ils étaient 3, c'est sûr. Qui sont ces 3 personnes? Je suis presque sûr que Robin était là, et les 2 autres, c'était Sonny et Carl Davis. Ça, j'en suis sûr à 100%. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait beaucoup de bruit, ils criaient. Je ne me rappelle plus comment je me suis retrouvé là-haut. Tout le monde criait. Je devais être en train de pleurer. Et vous avez vu Karen? C'est vraiment confus. Si c'était elle... Oui, elle aurait dû être morte. Il y avait une femme sur le toit que Carl Davis essayait de retenir. Qu'est-ce que vous en avez déduit? Carl Davis devait sans doute être en train de retenir Robin. Elle était sur elle, sur Karen. J'attends un appel de Carl. Il peut envoyer et recevoir des emails, mais en prison, c'est assez limité. Quand je lui en envoie, il met du temps à les recevoir. Ensuite, je dois attendre qu'il ait le droit de téléphoner. Et après, il peut m'appeler à n'importe quel moment et je dois me tenir prêt au cas où. Ce témoin est intéressant. Je ne sais pas quoi penser de ce qu'il dit. En plus de l'interview, j'ai passé la journée avec lui. J'étais à Fall River. Je suis allé déjeuner avec lui, on a parlé, j'ai vu sa carte d'identité. Je suis certain qu'il croit à ce qu'il dit et qu'il n'a pas menti sur son identité. Il y a aussi le fait que c'est le fils présumé de Carl. Sa volonté d'aider Carl pourrait le pousser à altérer ses souvenirs. Je ne pense pas qu'il le ferait sciemment, mais c'est une possibilité.
La difficulté dans tout ça, c'est que tout le monde a une pièce du puzzle. Et qu'on doit prendre du recul pour les rassembler et en faire une histoire cohérente. C'est comme ça qu'on saura ce qui s'est passé. Bon, Carl m'appelle. Bonjour, ceci est un appel en PCV pour... Carl Drew. Allô? Salut, Carl. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, j'ai rencontré le témoin. Il m'a parlé du toit à Harbor Terrace. J'imagine qu'il t'a dit la même chose. Ouais, comme je te l'ai dit, il est venu me rendre visite et il m'a raconté tout ce dont il se souvenait de la nuit quand il était sur le toit. Je crois bien qu'il y a une autre possibilité et j'aimerais t'en parler. D'accord. Bon, alors tout commence avec Doreen Levesque, qu'on a retrouvée sous les gradins. C'est la première victime. Ouais. Doreen Levesque a été complètement défigurée. Elle a eu le crâne enfoncé à cause des grosses pierres qu'ils lui ont jetées au visage. Elle était attachée avec du fil de pêche. Elle a eu le crâne enfoncé à coups de pierre et elle a été disposée dans une position suggestive. Ça ressemble à ce que ferait un tueur en série, un homme qui s'en prendrait à une femme. Ensuite, moins de 25 jours après le meurtre de Doreen Levesque, Barbara Raposa est tuée. Et ces deux meurtres ne sont pas seulement similaires, ils sont identiques. Ouais. Elle avait aussi les mains attachées dans le dos. Et elle avait aussi été complètement défigurée à coups de pierre. En tant qu'enquêteur, avez-vous eu l'impression que ces deux meurtres avaient été commis par la même personne? Eh bien, oui. Quelque chose me gêne. Robin prétend que ces meurtres ont été commis par deux personnes différentes. D'accord. Robin a dit que tu avais tué Doreen Levesque et qu'elle le savait parce que Karen le lui avait dit. Je vois. Karen, she said that Carl killed the girl under the bleachers. I insisted, nah. He just told you that to get you to walk right. And she told me she was there when it happened. Ensuite, elle a dit que c'est Andy qui avait tué Barbara Raposa. D'accord. Andy Maltese told me a story that angels carried him over Barbara while she was being murdered. Ça semble très étrange que Robin déclare que deux personnes différentes lui aient parlé de deux meurtres commis par deux assassins sans aucun lien apparent. Mais quand on regarde les meurtres de plus près, on constate qu'ils sont identiques. Oui, en effet, ça semble très étrange, n'est-ce pas? Vous savez, Andy a toujours prétendu qu'il n'était pas là. Je me suis toujours demandé s'il me cachait quelque chose, mais je n'ai pas réussi à le lui faire avouer. Voilà ce que je crois. Dis-moi. Je pense que c'est Andy Maltais qui a tué Doreen et Barbara. Ah bon? Écoute-moi bien. Si on regarde les deux endroits où ont été tués Barbara et Doreen, on remarque qu'ils sont à quelques kilomètres et qu'Andy Maltais vivait exactement entre les deux. Vraiment? Que deux jeunes femmes soient tuées exactement de la même manière, à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre, et toutes les deux à moins de 5 kilomètres du domicile d'Andy, ça peut être une coïncidence, mais je n'y crois pas. Ah bon? Tu as rencontré Andy, non? La seule fois que je l'ai vu, c'était à Walpole, quelque temps avant sa mort. Walpole, c'est une prison, c'est ça? Ouais. À l'époque, c'était une des prisons les plus dures de l'État du Massachusetts. La prison d'État de Walpole. D'accord. Mais ce type était son propre pire ennemi. C'était un type idiot qui savait pas tenir sa langue. Il ne faisait que provoquer les autres. Je vois. Écoute ça. La police savait qu'Andy avait déjà commis des crimes très similaires à ces meurtres. Vraiment? Quand j'ai su que mon père avait violé une femme, qu'il était pédophile et mentalement instable, j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais en savoir plus. Alors j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit que quand elle s'était mise avec mon père, il venait de sortir de prison. J'ai répondu, « Prison, pourquoi ?» Et elle m'a dit qu'il avait été condamné pour viol.
On savait qu'Andy avait déjà commis des crimes similaires. Il a été arrêté dans la forêt de Freetown par la police du Massachusetts en 1957 parce qu'il avait emmené des collégiennes de Fall River dans les bois et qu'il avait tenté de les violer. Mon commandant de l'époque faisait partie de l'équipe qui l'a arrêté. Il a été envoyé en maison d'arrêt pour ça. À l'époque, beaucoup de choses nous échappaient. On n'avait pas les bases de données informatiques dont on dispose aujourd'hui. Les gens allaient d'une ville à l'autre, et pas seulement Andy. Il n'y avait aucun moyen de suivre leurs déplacements. On ne pouvait simplement pas tout voir. Ils laissent des salauds de ce genre en liberté. Tu vois? Oui, et le plus étonnant, c'est que Doreen et Barbara étaient toutes les deux pieds et poings liés avec ce qu'ils appelaient dans le dossier du fil blanc entortillé. Quand on regarde de plus près, on voit que c'était du fil de pêche blanc. Et non seulement le même fil a été retrouvé sur les deux scènes de crime, mais aussi dans le coffre de la voiture d'Andy. D'accord. Andy Maltais avait un sac d'accessoires sexuels qu'il utilisait. Des vibromasseurs, de la corde, des menottes. J'ai parlé à l'une de ses victimes qui m'a dit qu'Andy lui avait fait la même chose. Andy avait une canne à pêche d'eau douce. Ça, je m'en souviens. Dans le coffre de sa voiture, il y avait de la corde et tous ces objets de détraqués sexuels. Il m'a attaché les poignets et les chevilles avec une corde. J'étais morte de peur. Morte de peur. Il semble logique qu'Andy ait tué Doreen et Barbara. Surtout quand on sait que c'est lui le premier à avoir dit que tu avais tué Doreen Levesque. Quoi? Andy Maltais. Il connaissait un officier de police, un de mes collègues. Il est allé le voir et lui a dit qu'il avait des informations sur le meurtre de Doreen Levesque. Un jour, je l'ai retrouvé. On a fait entrer Andy Maltais en secret dans la caserne et on lui a parlé. Quand on s'est retrouvé là-bas, il nous a juste dit qu'il ne savait rien. Ce n'était pas l'un des suspects du meurtre de Doreen Levesque? Eh bien, oui. Mais ensuite, il nous a amené Robin et Karen Marsden. Et elles nous ont dit que c'était Carl Drew qui l'avait tué. Andy était relativement proche de toutes ses filles. Barbara, Robin, Karen Marsden. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors si Andy a tué Doreen et Barbara, il reste encore Karen Marsden. Ouais. Mais Karen a dit à beaucoup de monde qu'elle avait été témoin du premier meurtre. Oui, oui, oui. Karen, she admitted that she was there at Doreen Levesque's killing. She said that to you? Yeah, she said that she was there. They made her go. She didn't say who it was? No. Or who was there? No. Alan et moi l'avions convoquée au commissariat dans le cadre de cette enquête. Elle était tellement terrifiée qu'elle refusait d'en parler. Elle était morte de peur. Elle n'a jamais dit ce qu'elle a vu, mais elle était présente, sans aucun doute. Ça veut dire que Karen a vu Andy tuer Doreen Levesque et qu'elle pouvait potentiellement témoigner contre lui. On a des enregistrements qui corroborent ça. La grand-mère de Karen a dit à la police de Fall River qu'Andy avait menacé Karen avant qu'elle soit tuée. Andy lui a dit qu'il risquait d'être arrêté pour le meurtre de Barbara et que si ça arrivait, Karen risquait d'être en danger. Il a donc menacé la grand-mère de Karen en lui disant qu'elle pourrait avoir des ennuis s'il était arrêté. Mais le pire, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. La police savait qu'Andy et Karen se connaissaient et qu'Andy avait menacé Karen, mais ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Ils pensaient qu'Andy avait un alibi et qu'il était en prison au moment où Karen a été tuée. D'accord. Mais dans le Massachusetts, à l'époque, en cas d'arrestation, il fallait comparaître sous 24 heures. L'avocat d'Andy avait déjà obtenu sa libération sous caution. Vraiment? La première fois que j'ai vu Andy,
Il était déjà au tribunal avec d'autres accusés. Je suis allé le voir, je me suis présenté et je lui ai dit de se taire et qu'on pouvait obtenir sa libération sous caution ou que je pouvais revenir le voir en prison. Mais quoi qu'il arrive, qu'il ne dise rien. Il a comparu et j'ai obtenu sa libération sous caution. J'ai même contacté le tribunal du district de Fall River. Ils ont consulté le dossier d'Andy et m'ont confirmé qu'il avait été libéré le 8 février, quelques heures avant le meurtre de Karen Marsden. Allô? Ouais, je suis là. Andy Maltese avait cet air comme s'il était tout à fait serein face à ses propres actes. Il ne voyait pas le monde comme vous et moi. Si on regarde les rapports d'autopsie des 3 femmes, on voit qu'ils n'ont pas trouvé le corps de Karen, mais seulement son crâne. Et sur son crâne, il y a une blessure causée par un objet contondant. Son crâne a été enfoncé au niveau du front, à gauche, exactement comme les 2 autres meurtres. Les 3 victimes sont décédées des suites d'une fracture du crâne, provoquée par un objet contondant. On voit donc que Karen a été tuée exactement de la même manière que Doreen et Barbara, et qu'Andy a un mobile pour la tuer, mais qu'il n'a aucun alibi. D'accord. Le seul élément restant, c'est le témoin sur le toit à Arbor Terrace. D'accord. Vous vous souvenez d'avoir été sur le toit lors du meurtre pour lequel Carl a été condamné? Oui. Il n'était pas là. Vous en êtes certain? Absolument certain, il n'était pas sur le toit. Êtes-vous sûr que Robin était sur le toit? Je sais que Carl Davis et Sonny étaient sur le toit. Carl Davis tenait quelqu'un. Et je suis quasiment sûr que c'était Robin. Il y a de nombreuses explications possibles. Peut-être que le témoin se trompe de date, peut-être qu'il se trompe d'un an, peut-être qu'il avait 4 ans et pas 5. Il n'est même pas sûr que Robin était bien sur le toit. Il a juste dit que c'était probablement elle. D'accord. Tu connaissais Carl Davis? Ouais. Il est mort il y a peu de temps. Quelqu'un lui a filé une trop grosse dose d'héroïne, tu vois. Tu sais s'il connaissait Robin, Karen ou Andy? J'en sais rien. J'étais au courant de rien de tout ça. Je n'avais jamais eu affaire à Robin Murphy, Andy Maltais ou Carl Davis avant. J'ai discuté avec Robin par email. Ah bon? Elle a un accès limité à ses mails en prison. J'ai vraiment beaucoup insisté pour venir faire une interview filmée. Et elle a accepté. D'accord. Je ne lui ai pas parlé du témoin ni de tout ça. Je ne lui ai rien dit à propos d'Andy. Je ne sais même pas si elle est au courant du passé criminel d'Andy. D'accord. Je veux le lui dire en personne et lui donner une chance de s'expliquer, ou bien de nous donner des informations manquantes. Malheureusement, c'est elle qui connaissait le mieux Andy. D'accord. Je vais prendre un avion pour Boston et aller la voir en prison. D'accord. Et je vais l'interviewer, devant la caméra cette fois. D'accord. Quoi qu'il en soit, pour moi, tout ça ne fait que prouver davantage ton innocence. Je crois qu'on doit montrer ça à quelqu'un. Oui, très bien. Bon, super. Merci mec, je t'adore. Merci à toi, on se parle bientôt. Salut. La voilà. C'est allumé? Oui. Super. Vous êtes là depuis longtemps? On est arrivé vers midi, donc ça fait environ 2 heures. Vous êtes prête? Comment avez-vous rencontré Andy la première fois? Andy m'a raccompagné en voiture un jour pendant une tempête de neige. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Que s'est-il passé? Si on pouvait changer de sujet, ça m'arrangerait. Oui. Vous saviez qu'Andy avait fait de la prison avant de vous rencontrer?
Pardon? Non, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais jamais su. L'avez-vous déjà soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Doreen Levesque? Non. Dans une déposition, vous mentionnez le fait qu'Andy était avec Doreen Levesque. Et vous dites même à la police que vous le soupçonnez de l'avoir tué. Vous vous en souvenez? C'est peut-être ce que je croyais. Cette période est vraiment floue et confuse dans ma tête. Je faisais de mon mieux pour déterminer ce qui était vrai et ce qu'on me disait juste pour me faire peur, j'imagine. Mais pour ce qui est des détails, des conversations spécifiques et autres, je suis désolée. Ça s'est passé il y a 40 ans. C'est difficile de s'en souvenir. Personnellement, je crois qu'il a probablement tué Doreen Levesque. C'est possible, oui. Les meurtres de Barbara et Doreen ont énormément de points communs. Quand Barbara a disparu, il a voulu savoir si je l'avais vue. Il insistait et disait qu'elle avait disparu, qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Puis il m'a raconté son rêve. Il a dit qu'elle était morte, attachée, et qu'on lui avait défoncé le crâne à coups de pierre. Même avant qu'il la retrouve, il était au courant de tout. Absolument tout. La première fois que vous avez eu affaire à la police, c'est quand Andy vous a emmené les voir avec Karen, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Je croyais qu'on y allait pour une toute autre raison. C'était vraiment très étrange. Mais je ne me souviens pas des détails. Andy a dit que s'il était arrêté, il arriverait quelque chose à Karen. Vraiment? Comment décririez-vous la relation entre Andy et Karen? Je ne sais pas. Une fois, quand j'étais à l'hôpital, comme souvent, je me souviens qu'il était venu avec Karen ou qu'elle est venue avec lui. Et je me demandais ce qu'ils faisaient ensemble. Elle m'a dit qu'ils l'avaient juste accompagné en voiture. Mais je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Je ne sais rien de tout ça. Vous êtes-vous confié à Karen sur ce qui s'était passé avec Andy? Oui. Comment a-t-elle réagi? Je ne m'en souviens plus. D'accord. Je sais qu'on en a parlé quelques fois. Je me souviens de l'avoir vu. Il portait un pyjama. Il était vraiment tout petit. Je lui ai parlé. Il m'a dit qu'il était sur le toit de Harbor Terrace et qu'il vous a vu vous disputer avec Karen, Sonny et Carl Davis. J'ai une question avant de continuer. Allez-y. Quel âge avait-il en février 80? Est-ce qu'il était assez grand pour monter sur le toit? Il était effectivement très jeune. Ce n'est pas arrivé. Je me souviens qu'il était vraiment tout petit. C'est pour ça que j'ai demandé son âge. Mais je ne suis jamais allée sur le toit de Harbor Terrace, alors... Je suis déjà allée chez Sonny au 5 Harbor Terrace. Carol Fletcher vivait en face, un bâtiment plus loin. Un jour, quelqu'un m'a vendu de l'herbe au 2e étage de ce bâtiment. Une femme, Gail, vivait dans le dernier immeuble. Voilà tout ce que je sais à propos de Harbor Terrace. Les placards, les caves, les toits, c'est pas mon truc. Je ne sais rien de tout ça. Désolée. J'ai beaucoup menti à l'époque, mais je ne le fais plus. Certaines personnes continuent de raconter des histoires. Je ne sais pas pourquoi, à cause de quoi, ni s'ils croient vraiment à leurs mensonges. J'en sais rien. Mais je sais que je dis la vérité. Je suis désolée si quelqu'un dit le contraire. Andy a comparu devant le tribunal le 8 février. Il a été libéré plusieurs heures avant que Karen soit tuée. Je n'étais pas au courant de ça non plus. Il a été arrêté. Je vous raconte tout ça au cas où ça vous rappelle quelque chose, que ça fasse ressurgir des souvenirs. Non, tout ce que vous me dites, je trouve ça ahurissant. Je ne savais rien de tout ça. Je n'avais même pas considéré que c'était une possibilité. Et maintenant, vous pensez que c'est possible? Si je crois que c'est possible, tout est possible. Absolument tout.
C'est comme s'il avait tellement peu de recul sur ses actes qu'il vous a traumatisé de manière à vous faire croire que vous en étiez complice. D'accord. Vous trouvez ça plausible? Oui, absolument. Avant de mourir, il m'a écrit depuis la prison. Il a dit qu'il avait simplement essayé de faire de moi une femme. Et le fait qu'il dise ça alors que je devais avoir 11 ou 12 ans... Il avait un fusil dans le coffre de sa voiture. Un jour, il l'a pris et a tiré à mes pieds. Je me souviens avoir eu très peur. Et il disait « Mais c'est pour rire !» Je n'ai jamais oublié ça. Je crois même que j'en ai parlé à la police, mais ça n'a servi à rien. Absolument à rien. Et là, vous me dites qu'il a vraiment fait des choses comme ça? C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais essayé de me tuer? C'est vraiment bizarre. Quand avez-vous vu Karen pour la dernière fois? Le 8 février. On s'est perdu de vue en repartant de chez la famille d'accueil de son fils. Et c'était la fin? Je ne l'ai jamais revue. D'accord. Quand je me dis qu'en allant chez Sonny, je la voyais pour la dernière fois, ça m'affecte encore. Énormément. C'est ça qui rend cette affaire si complexe. Toute l'affaire des meurtres sataniques de Fall River. Qui peut-on croire? Il y a des choses dont je ne souhaite pas parler. Mais c'est pour des raisons personnelles, pas parce que j'ai des choses à cacher. Mais ça fait longtemps maintenant que je ne dis plus que la vérité. Et elle n'a rien de sensationnel. Ils ont laissé cette fille, Robin Murphy, les manipuler à leur propre avantage, vous voyez? Je veux que les gens soient au courant, qu'ils sachent qu'elle a admis avoir menti et qu'elle a inventé tout ça toute seule. Le procureur voulait simplement que les gens tournent la page. Le plus important pour lui, ce n'était pas de rendre justice. Quand on se rend compte que quelqu'un est victime d'une injustice, qu'il est accusé à tort, je pense qu'on doit s'investir à 200% pour rectifier ça, pour rétablir les réputations entachées, pour réparer le mal qui a été fait et les vies brisées. J'essaie de pousser l'association Innocence Project à se manifester. Pour l'instant, j'attends qu'ils acceptent le dossier. Tous les jours, on voit des condamnations annulées pour des raisons bien moins évidentes. C'est comme s'ils avaient peur d'admettre qu'ils ont eu tort. At the present moment, we have 43 domestic cases of the coronavirus. 6 Americans have lost their life to the coronavirus, and on behalf of the President and all of the American people, we extend our deepest condolences. Because of the President's strong leadership and all of the hard work that our public health professionals have done at the local, the state, the federal level, the immediate risk to any individual American has been and does continue to be low. Alors, comment ça se passe? Vous êtes confinés? Ouais. Ils ne nous laissent plus sortir qu'une demi-heure par jour.
Mais c'est plus sûr comme ça. Je veux éviter à tout prix de choper cette saleté. Je te rappelle plus tard. Il nous rappelle en cellule. We've already seen 126,000 deaths, with infection rates rising rapidly. Cet idiot de Trump veut tout rouvrir, dans tous les États. Ça va juste se propager encore plus. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. J'ai perdu le goût et l'odorat. C'était couru d'avance. C'était sûr. Ouais, j'ai ça. Des sueurs froides. Et tout le reste. Est-ce que tu te fais soigner? Non, ça va. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Carl Drew mérite-t-il d'être en prison pour proxénétisme? Sans aucun doute. Mérite-t-il d'être en prison à cause du témoignage d'une menteuse et sans preuve matérielle? Peut-être. Mais au minimum, on devrait lui accorder le droit à un deuxième procès, avec une procédure et une défense dignes de ce nom. Ça ne fait aucun doute, il n'est pas innocent. Il a commis ces crimes, il était présent au moment des faits. Il est coupable. En ce qui me concerne, justice a été rendue. La première impression que j'ai eue, c'est que le dossier présenté au tribunal était vraiment monté n'importe comment. Et plus nous avons examiné les preuves, plus nous avons constaté des choses alarmantes. Pour moi, les éléments fournis par Carl ces 30 dernières années et ceux dévoilés par ce documentaire prouvent de manière très convaincante qu'il n'a pas commis ce crime. Je pense que ça vaut la peine de regarder cette affaire de près et de se demander comment l'enquête et le procès ont pu se dérouler d'une telle manière. Légalement parlant, Carl est en eau trouble. Il doit non seulement fournir de nouvelles preuves, mais elles doivent être différentes de celles présentées en 2004. Mais pour moi, les preuves qui ont été découvertes sont différentes. Le plus convaincant, c'est la nouvelle déclaration de Robin Murphy, où on apprend que le procureur lui a dit de témoigner selon ce qui était convenu entre eux, même après avoir essayé de leur dire qu'elle avait menti. I was supposed to take the stand. Before I took the stand, I lied. I was never there. The DA came in, went out frustrated. He came back with a bunch of people and said, you're going to tell this? You told me you were there. You already went before the grand jury. You're going to say you were there. This is what you saw, and that's it. That's what we agreed to. Mais j'ai peur d'avoir du mal à convaincre un juge de la prendre au sérieux, parce qu'elle a déjà été discréditée par le premier juge. Mais en plus de tout ça, il y a ce que ce documentaire a révélé sur l'enquête du meurtre de Barbara Raposa par André Maltais. On sait qu'il avait déjà été arrêté
pour avoir commis des crimes au mode opératoire quasi identique à la manière dont Doreen Levesque a été tuée. Ces informations concernant André Maltais n'ont jamais été fournies à Carl ou à son avocat. Avant de pouvoir condamner quelqu'un, la défense est censée recevoir toutes les preuves, qu'elles soient en leur faveur ou non, car cela peut prouver que l'accusé n'a pas commis de crime. Et puisque ces preuves n'ont jamais été fournies, la loi devrait être du côté de Carl, qui ne pouvait pas savoir que ces preuves existaient. Carl Drew aura du mal à se défendre d'avoir été un proxénète qui exploitait de très jeunes filles. Cependant, les personnes condamnées à des peines de prison doivent y être envoyées en bonne et due forme et dans le respect des lois. Pour invalider cette condamnation, je vais devoir montrer que tous ces nouveaux éléments auraient pu changer l'avis du jury, qu'ils auraient été suffisamment convaincants pour qu'ils se demandent « Est-ce bien Carl Drew qui a commis ces crimes ou est-ce quelqu'un d'autre ?» L'un des éléments dont Carl manquait, c'était la preuve tangible d'un troisième coupable. La preuve que quelqu'un d'autre aurait pu commettre ce crime. Et d'après ce que le documentaire a révélé, il est clair que ces informations sur André Maltais pourraient suffire à garantir un nouveau procès pour Carl et à faire annuler sa condamnation. Il faut qu'on dépose une requête pour un nouveau procès. Le passé de Robin est déjà terrible, mais le fait qu'elle ait fini en prison à 17 ou 18 ans et qu'elle ait passé la majeure partie de sa vie en détention ne fait qu'ajouter à ses traumatismes. Sa vie n'est qu'une suite d'événements traumatiques, et son mécanisme de défense pour arriver à gérer tout ça, c'est sans doute de ne plus faire confiance à personne, ce qui expliquerait qu'elle ne semble elle-même pas digne de confiance face à une commission de libération conditionnelle. And storytelling that I can't make heads or tails of what even the surface of the truth is in this case. Pour moi, c'est évident qu'elle a été victime d'abus aux mains de plusieurs personnes. Elle connaissait peut-être la loi de la rue, mais ça ne veut pas dire qu'elle disposait du bon sens ou de la maturité émotionnelle nécessaire pour comprendre ce qui se passait autour d'elle. Elle mérite une nouvelle audience de libération conditionnelle. Le plus triste dans cette affaire, c'est que l'on sait de sources sûres que plusieurs hommes exploitaient et abusaient de jeunes adolescentes. Ce seul fait aurait dû suffire pour ouvrir une enquête. Toutes ces jeunes filles auraient dû être protégées, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ce que vous faites avec toute votre équipe, c'est la seule manière d'éclaircir cette affaire. Peut-être que certaines personnes, comme par exemple un ancien procureur, pourraient être pris de remords aujourd'hui. Peut-être que les personnes qui ont travaillé sur cette enquête voudront arranger les choses
Et si, mettons, 100 000 personnes voient ce documentaire, ou si les habitants de Fall River se rendent compte que ça vaut la peine de regarder ça de plus près, la situation va peut-être évoluer. Pourquoi ne pas examiner cette affaire en bonne et due forme, si cela permet de faire éclater la vérité ?